Bienvenue dans votre grande table des idées. Avec aujourd'hui, la bourgeoisie est-elle encore en marche? C'est la question que nous allons nous poser avec notre invité, l'écrivain François Bégodeau, auteur en 2011 chez Vertical de La blessure, la vraie, et l'an passé, à la rentrée dernière, de En guerre, toujours chez Vertical. Réalisateur aussi, en 2017, d'un film documentaire N'importe qui, où il s'interrogeait déjà sur le sens de la démocratie. Aujourd'hui, il publie Histoire de ta bêtise chez Pauvert. Bonjour François Bégodeau. Bonjour. Un essai où je parle à tu, où je ne viens pas te juger, mais te nommer. Alors évidemment, avant nous, vous vous êtes demandé qui est ce tu, mais aussi, est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans ce tu avant de commencer à l'expliquer? C'est vrai que le livre est construit sur une dichotomie entre je et tu, mais je dois dire que, eu égard à l'extension infinie du domaine de la bourgeoisie, par quoi j'embrasse génériquement ce tu, eh bien, il est évident que il y a un bourgeois en moi, ou en tout cas, il y a dans ma journée, je suis traversé par des affects bourgeois, par des humeurs bourgeoises, par des réflexes bourgeois. À chaque fois, je dirais plus généralement que j'ai un réflexe de sécurité, de préservation, où je m'inquiète davantage de protéger ce qui est, que je ne m'échine intellectuellement à essayer d'imaginer ce qui pourrait être. Alors à ce moment-là, je me comporte et je pense comme un bourgeois. Oui. J'appartiens à une classe supérieure dont je persiste à envisager la destitution. Est-ce que ça fait pour autant de vous un social traître ou un renégat? Oui, je pense que je suis... Alors, c'est compliqué mon truc, parce que moi, je viens pas de la bourgeoisie à la base, donc j'y ai accédé par... Par quoi? Par les études? Pour les études m'ont permis de devenir prof. Je suis pas sûr que ce soit exactement un statut bourgeois, prof. C'est un statut de plus en plus déclassé. Non, ensuite, après, j'ai mis le pied dans la culture. Et dans la culture, vous savez, vous pouvez travailler. C'est une très bonne fenêtre d'observation de l'arbitraire des revenus. Alors là, vraiment, de constater l'arbitraire des revenus, voilà une analyse qui est anti-bourgeoise. Puisque le bourgeois pense toujours qu'il y a une légitimité des revenus et de la distribution des richesses. Il pense toujours que l'ordre existant a sa légitimité. Alors quand vous mettez un pied dans la culture et que vous commencez à produire des objets culturels que vous proposez à la vente, à l'achat plutôt, eh bien, vous vous rendez compte que le revenu que vous en tirez est tout à fait déconnecté de votre travail. Je ne veux pas dire de votre mérite, qui est une notion qui ne m'intéresse pas, mais de votre travail. Vous pouvez par exemple passer 3 ans sur un livre qui, se vendant à 1000 exemplaires, vous rapportera rien. Et puis vous pouvez passer 4 jours sur une pièce de théâtre qui, dans la mesure où elle se joue beaucoup, eh bien, vous rapporte beaucoup. Et c'est là que, par ce système un petit peu aléatoire, il se peut que vous tombiez sur la bonne case, et là, vous accédez à un patrimoine bourgeois, ce qui est mon cas. Alors effectivement, l'anomalie d'un point de vue sociologique ou strictement marxiste, étant que, ayant accédé à un cadre de vie bourgeois, en tout cas un patrimoine bourgeois, je n'ai pas pour autant épousé le cadre de pensée de la bourgeoisie. Alors, le transfert de classe n'a pas été total. N'a pas été total. Totalement réussi en tout cas. Ouais. L'interprétation que feraient de ce phénomène certains bourgeois serait évidemment toujours l'interprétation par le bas, qui serait de dire ce garçon est tout simplement un hypocrite. Ce garçon est une espèce de ressucé de la gauche caviar, en quelque sorte. Les pieds dans la richesse, et puis le cerveau prodiguant des grandes idées révolutionnaires. Bon, alors c'est peut-être mon cas, mais c'est une façon très médiocre de voir le problème. Alors moi, je me suis penché sur mon propre cas, j'ai essayé d'analyser pourquoi j'avais gardé ce cadre de pensée radicale alors que j'avais épousé un cadre de vie qui n'est pas radical. Et j'essaie d'apporter des réponses un tout petit peu plus nuancées que simplement l'hypothèse de l'escroquerie. Alors, il y a eu, juste pour le boom culturel, il y a eu les romans, et notamment Jouer juste, et puis il y a eu bien sûr Entre les murs, qui a été adapté au cinéma par Laurent Cantet, Palme d'Or à Cannes, et là ça a été peut-être le moment où vous êtes passé avec cette reconnaissance et ce succès à ce sentiment de classe supérieure, en tout cas à ce monde de la culture, jusqu'ici plutôt fermé ou refermé, qui vous a fait passer là. On va revenir à ce qu'est la thèse de l'essai, avant peut-être de remettre du tu ou du jeu un peu à l'intérieur. On va commencer à comprendre pourquoi cette histoire de ta bêtise, pourquoi cette critique de la bourgeoisie aujourd'hui, et de ces réflexes de classe qui sont souvent non assumés, non reconnus. Quelle est votre définition d'abord, François Bégodeau, de la bourgeoisie que vous ciblez donc dans cet essai? Alors je pense que c'est une double chose, c'est une situation sociale et c'est un système de pensée. Quand vous avez la conjonction entre cette situation et le système de pensée qui n'en est jamais que la légitimation idéologique, alors vous êtes un bourgeois, pour moi.
C'est la définition que je propose. Alors, la situation, c'est la condition bourgeoise, elle s'évalue au patrimoine. Le patrimoine, tout un tas de choses, on peut faire une évaluer. On pourrait ajouter des subtilités issues de la sociologie bourdieusienne, regarder le capital culturel, le capital symbolique, etc., etc. Et puis, il y a le système de pensée. Le système de pensée, c'est un système d'opinion. Alors, dans quelle mesure est-ce que ce système d'opinion semble calibré pour légitimer la condition sociale du bourgeois en question? Quand vous défendez, par exemple, bec et ongle, la légitimité de la propriété privée, on peut dire que là, votre système d'opinion est tout à fait en continuité de votre condition de propriétaire, etc., etc. Alors, c'est ça qui définit un bourgeois. Alors, on peut parfois trouver des gens qui ont un patrimoine bourgeois et pas un système de pensée bourgeoise, qui serait, j'ose le dire, mon cas. On peut parfois trouver des gens qui n'ont pas une condition bourgeoise et qui, pour autant, ont un système d'opinion relativement bourgeois. Ils ont intériorisé un certain nombre de dictats de la bourgeoisie, alors qu'ils ne sont pas objectivement de cette classe. C'est ce qui désespère toujours un petit peu les gens de gauche, de voir que, par exemple, il peut y avoir des ouvriers qui pensent bourgeois, ou qui aspirent peut-être à un mode de vie bourgeois, ou qui épousent les valeurs de la bourgeoisie. Mais en tout cas, la conjonction des deux constitue le bourgeois. Oui, pour moi. Alors cette question-là, vous ne l'abordez pas, même si vous évoquez le patrimoine là, comme un économiste sous l'angle des revenus, mais plutôt comme un écrivain. Et vous vous intéressez alors au système de pensée, mais aussi aux prises de parole, avec des mots qui, selon vous, sont quand même symboliquement très chargés, même s'ils n'en ont pas l'air, parce qu'on les emploie beaucoup. Quels sont ces mots qui, pour vous, François Bégodeau, sonnent creux aujourd'hui et qui sont souvent utilisés moins pour désigner que pour disqualifier? Alors, la liste est longue. La liste est longue. Et je veux dire, je ne suis pas le premier dans l'histoire des idées à recenser, je dirais, les mots creux de la bourgeoisie ou disons, de la classe dominante. D'une certaine manière, le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, c'était déjà ça. Et puis voilà, il y a une longue tradition comme ça de... Chez Molière, on trouvera le stigmate, en tout cas la stigmatisation caustique et rigolote de certain nombre de traits discursifs de la classe dominante. Il y en a quelques-uns qui ont spécialement la cote. Effectivement, je vais y venir, mais je voulais resituer ça quand même dans une longue tradition, parce que je crois qu'il faut dire aussi, ce que j'essaie de démontrer dans le livre, c'est que si les mots de la bourgeoisie sonnent creux, c'est que souvent cette classe elle-même sonne creux et qu'elle, elle s'est édifiée sur un creux, sur une absence qui serait notamment l'absence du geste de la production. Mais là, je passe là-dessus. Et donc ça produit des mots qui n'ont de fonction que idéologique au sens purement marxiste du terme. C'est-à-dire l'idéologie, c'est pas des idées tout simplement, c'est quelque chose, des énoncés qui en eux-mêmes n'ont aucun sens, mais qui ont une valeur d'usage pour légitimer une situation. Alors par exemple, disons, la liste est longue, mais disons progressisme par exemple, effectivement. Voilà, vous avez Emmanuel Macron, il invente En Marche, et puis des gens sont derrière lui. Toute une classe sociale est derrière lui. C'était vraiment un vote bourgeois, ça c'est incontestable. Et ces gens-là se sont autoproclamés progressistes. Alors, progrès de qui, de quoi, qu'est-ce qu'on fait progresser dans cette affaire? On ne saura jamais, mais c'est pas grave. Le mot a une pure valeur performative ou incantatoire. Il désigne quelque chose. Alors moi, je le ramène encore une fois à ce qui me semble toujours fondamental. C'est un mot fédérateur et rassembleur. En l'espèce. En tout cas, pas de moi, pas pour moi. C'est-à-dire que mais pour la classe que vous désignez. Oui, sans doute, ça les a amusés de s'appeler progressistes. Moi, j'appelle ça la bourgeoisie cool. C'est effectivement la bourgeoisie soft que j'oppose à la bourgeoisie hard. La bourgeoisie hard aurait été Fillon, disons, dans le casting de 2017. La bourgeoisie soft est moins agressive, elle est plus cool, elle est plus multiculturelle, elle est plus portée peut-être éventuellement sur une certaine indulgence sociétale, etc. En dernière instance, pour moi, c'est le même fondement. Et le fondement, c'est surtout, faut revenir toujours au social. Je veux dire, j'essaie de démontrer dans quelques pages du livre que finalement, tous ces mots creux, toutes ces idéologèmes de la bourgeoisie, on peut les ramener à un tropisme commerçant. Exemple, le progressisme, au bout du compte. Quand Emmanuel Macron vous parle de progressisme, en fait, il faut entendre le culte de l'innovation. Quand il parle de progressisme, il n'en parle pas du tout tel que les gens de gauche en parlaient dans les années 70 ou dans la tradition. Être progressiste, c'était faire avancer la cause des femmes, c'était faire avancer la cause de l'émancipation des classes dominées. Là, c'est pas ça du tout. Le progressisme, c'est un synonyme strict de l'innovation, qui est une catégorie économique ou entrepreneuriale. L'entrepreneur est toujours obligé d'innover. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de croître. Et pour croître, il faut que chaque année, il invente un objet qu'il va essayer de présenter comme plus performant que l'objet en vente de l'année précédente. Donc je conclus que pour Emmanuel Macron, être progressiste consiste tout simplement à promouvoir le iPhone 7 contre l'iPhone 6. Donc, vous voyez, tous ces mots-là, en fait, vous pouvez les ramener. Je prends un deuxième exemple très rapide. Le déclinisme. La bourgeoisie soft s'est mise à parler de déclinisme négativement. Il y avait des déclinistes qui s'exprimaient.
Bavrez était un décliniste, enfin il y avait ça. Moi j'ai jamais compris ce que voulait dire décliniste, hein. J'ai très vite démissionné pour donner un sens sémiotique à tout ça. Mais j'ai essayé de voir la valeur d'usage. Hein. Quel était donc le sens de stigmatiser des gens déclinistes, de se promouvoir comme anti-déclinistes? Eh ben c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce que la bourgeoisie entrepreneuriale n'a pas intérêt à ce qu'on envoie des sons déclinistes? C'est parce que la valeur première du commerce, c'est la confiance. Il faut que les consommateurs aient confiance. S'ils ont confiance, ils ne placent pas leur argent dans l'épargne, ils consomment. Et donc il ne faut absolument pas que des intellectuels égarés se mettent à dire que le pays va mal, que le pays décline. Au contraire, il faut toujours dire, selon une idéologie entrepreneuriale, que le pays va bien. Enfin, en tout cas, qu'il a des ressources et qu'on va s'en sortir. Donc vous voyez, tous ces mots creux, ils ont quand même un contenu, mais qui n'est pas leur contenu, je dirais, revendiqué. C'est un contenu qui tient à une situation économique. Alors cette critique de la bourgeoisie, elle est aussi née d'une incompréhension. En 2017, et c'est peut-être ce qui a suscité cette réflexion, vous faites le choix de vous abstenir, ou plutôt de ne pas participer au second tour, avec une réaction atterré de certains que vous connaissez, comme beaucoup qui ont fait le même choix que vous, qui disent ne pas comprendre, alors qu'Emmanuel Macron serait le moindre mal, qu'Emmanuel Macron, ce serait bien de voter pour lui, pour éviter le pire, la solution du pire qui était incarnée par Marine Le Pen. Retour en 2017 avec ces mots de François Hollande. Face à un tel risque, il n'est pas possible de se taire, pas davantage de se réfugier dans l'indifférence. La mobilisation s'impose, mais également la clarté des choix. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron. Je salue d'ailleurs toutes les personnalités et les formations politiques qui, au-delà même des réserves qu'elles peuvent avoir à l'égard de son projet, ont appelé à en faire de même. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est celui qui défend les valeurs qui permettent le rassemblement des Français dans cette période si particulière, si grave, que connaît le monde, l'Europe et la France. Alors, si même François Hollande, qui s'est fait doubler par son paulin Emmanuel Macron dans l'entre-deux tours, appelle à voter pour lui, face à un tel risque qui appelle au choix de la clarté ou à la clarté des choix et à la mobilisation, décide d'aller soutenir Emmanuel Macron, c'est peut-être que le risque semble important. Pourquoi vous ne choisissez pas de y aller et de soutenir Emmanuel Macron? C'est vrai que j'ai beaucoup hésité, hein, à partir du moment où une éminence intellectuelle comme François Hollande appelé à voter, à faire barrage. Vraiment, là, j'ai été au bord de le faire et de le suivre. Bon, passons. Moi, c'est pareil, hein, cette façon de positionner le problème, qui est devenu un classique des élections maintenant. Hein. Moi, si vous voulez, j'essaie même pas de me poser la question d'aller voter ou pas. C'est pas ma question à moi. Vous ne votez plus? Voilà, c'est pas ma question à moi. En revanche, et notamment pour écrire ce livre, hein, ou en tout cas dans le cadre des observations qui ont finalement donné ce livre, j'observais presque anthropologiquement la bourgeoisie, je me dis, mais comment se fait-il qu'elle ait installé la centralité de cette question? C'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont eu intérêt à mettre au centre de tous les débats la question de savoir si on vote ou pas au deuxième tour contre Marine Le Pen, ou Jean-Marie fut un temps. Eh bien en fait c'est lumineux, parce qu'en fait, si vous voulez, les libéraux, ils ont un gros problème. Ils adhèrent au système libéral parce que c'est un système qui les fait roi. Bon, donc ils ont plus intérêt à sa préservation qu'à sa destruction. C'est ça qui définit pour moi le bourgeois. Bon. Mais comme ils ont intérêt à sa préservation, il faut qu'ils le défendent, ce système. Or, le système est objectivement indéfendable. Il est factuellement indéfendable. Il est en train de détruire la planète. En tout cas, de détruire les vivants sur la planète. Par exemple, entre autres méfaits. Il appauvrit les gens, il ne donnera plus jamais d'emploi à tout le monde, il paupérise à peu près tout le monde, il prolétarise à peu près tous les secteurs de la société, etc. Donc il n'est pas défendable décemment. Donc ça fait très très longtemps que les libéraux ont inventé un tour rhétorique pour défendre leur système. Ils savent bien qu'ils ne peuvent pas le défendre positivement ou affirmativement, donc ils le défendent par la négative. Ils disent que c'est le moins pire. Par exemple, formule de Churchill très connue, la démocratie parlementaire est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres, par exemple. Donc c'est le coup du moins pire. Cette question posée de faire barrage ou pas, parce que le pire est à nos portes, n'est qu'une, la continuation de ce système de pensée, de défendre par la négative un système qui est indéfendable en lui-même. Et donc, il faut effectivement toujours inventer, en tout cas faire monter, en tout cas mettre en évidence un pire.
Et là, c'est bien parce que c'est vrai qu'on a un pire à disposition depuis 40 ans. Donc, on désigne le pire à chaque fois et on appelle tout le monde à voter pour le moins pire. Ce qui est quand même une défense tout à fait faible et médiocre d'un système. Ce qui nous renverrait à un autre aspect de mon livre, enfin celui qui est d'ailleurs l'aspect central pour moi, c'est d'essayer de comprendre la bêtise de la bourgeoisie. Et ben, on en a là une des causes. Si vous vous habituez à ne défendre quelque chose que par la négative, et dans le négatif de quelque chose qui serait bien pire, alors vous abêtissez votre cerveau. Est-ce que dans la rhétorique du Front National, vous entendez un mieux? Je ne vois pas l'intérêt de cette question, pardon. Oui, il y a vous dites le moins pire, Ouais. défendre le moins de pire, et ce qui suscite ce réflexe. Moi, je suis antifasciste, de c'est classe. pas le sujet. D'accord. D'ailleurs, je suis beaucoup plus antifasciste que tout un tas de gens qui m'ont fait des leçons sous prétexte que je n'appelais pas à faire barrage. Et antifasciste pour antifasciste, un jour on comptera les points. On verra qui a fait quoi dans sa vie. Par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent à faire barrage et qui ont participé eux-mêmes, alors sur un mode ou sur un autre, sur un mode humaniste, hein, certes, mais à la mise en évidence ou la mise en avant depuis 30 ans de questions identitaires et culturelles. Quand vous mettez en avant des questions identitaires et culturelles, y compris pour dire d'ailleurs qu'il faut être pour le multiculturel, que finalement nous avons des identités nombreuses, mais de toute façon, vous serez toujours perdant par rapport à ceux dont l'identité est le fonds de commerce principal, à savoir les fascistes. Donc, tous ceux qui ont voulu évacuer la question sociale, par anti-marxisme, par anti-communisme, et mettre en avance de nouvelles questions qui seraient plus sur le culturel et l'identitaire, ces gens-là ont participé à ce qu'on appelait déjà, il y a 25 ans, comme quoi c'est pas d'hier, la lepénisation des esprits. Ces gens-là ont été beaucoup plus des complices objectifs de la montée du risque fasciste en France, et des discours fascistes en France, que des gens comme moi, qui avons, avec obstination, essayé toujours de remettre au centre la question sociale. François Bégodeau, vous écrivez « Ce n'est pas à Marine Le Pen et ses affidés que mon quotidien se cogne. Ce n'est pas dans les coordonnées du fascisme que mon corps est paramétré. Ce n'est pas le fascisme qui détruit la petite paysannerie, qui tôt le matin parque des corps amers et hagard dans les RER, qui impose à une caissière des journées 9-13, 17-22, m'oriente par algorithme, soustrait 100 milliards par an au fisc. » Ça, c'est ce système-là, cette réalité-là dont vous ne voulez plus. Mais ma question était simplement de dire... si le pire, cette idée de rejeter le pire, comment savoir par la rhétorique actuelle du Front National contre celle de ce camp dit progressiste, où est l'avenir le plus désirable possible? Non, mais justement, la question prospective me paraît très secondaire, par exemple, par rapport à la question, à une réflexion constative. Qu'est-ce qui est? Vous venez de lire ce passage où précisément je dis, ça fait 40 ans que vous voudriez articuler tout le débat public sur ce qui pourrait être le fascisme qui vient, etc., le pire qui vient. Et que donc vous le faites au mépris de, la dissection, de l'analyse, de l'examen, de l'observation, qui devrait occuper votre cerveau, de ce qui est. Et ce qui est, c'est par exemple la liste que vous venez de lire. Ce n'est effectivement pas Marine Le Pen, ni son père, ni même ses prédécesseurs, ni aucun fasciste qui soit, qui est en train d'algorithmer nos existences. Je ne sache pas que ce soit des fascistes qui gouvernent Google en ce moment. Etc., etc. Je ne sache pas qu'effectivement, ce soit des fascistes qui aient détruit les sols et qui aient déglingué la petite paysannerie, etc., etc. Donc je crois que la politique, quand même, la politique est un art noble si elle s'articule au réel, à ce qui est et à la situation. Quelle est la situation ? Qu'est-ce qui, dans cette situation, fait qu'on en est arrivé là ? Quelles sont les forces agissantes dans cette situation ? Et donc c'est contre ces forces agissantes en priorité que, je pense, le mouvement social doit se tourner. Un art noble si elle s'arrive au réel et aux idées que vous défendez aussi dans cet ouvrage, François Bégodeau. Celui qui cite Marx aujourd'hui, à part vous, c'est aussi Éric Zemmour. À l'époque de Marx, la bourgeoisie avait déjà abattu les rois, les féodalités, les aristocraties, les corporations. Elle n'aurait aucune pitié ni aucune tendresse pour ces institutions séculaires et noierait tout cela, selon l'expression de Karl Marx, dans les eaux glacées du calcul égoïste. Marx expliquait aussi que le capitalisme était condamné à se mondialiser pour étendre sans fin les marchés pour ses productions. La bourgeoisie était prête à tout, disait-il, pour sauvegarder la rentabilité de son capital et lutter contre ce qu'il appelait la baisse tendancielle du taux de profit. Et c'est exactement ce qui s'est passé avant-hier au XIXe siècle et encore plus à la fin du XXe siècle. La mondialisation a abattu les dernières structures traditionnelles qui faisaient encore obstacle à l'emprise du marché sur les individus. Famille patriarcale, corporations, statuts, nations, frontières,
État. La France était le dernier pays qui faisait mine de résister. Macron est l'homme que la bourgeoisie a choisi pour mettre un terme à cette exception française, ou plus précisément pour achever un travail commencé il y a plus de 30 ans, mais qui traînait en longueur. Mai 2018, Éric Zemmour, alors chroniqueur chez nos confrères d'RTL, au moment d'un double anniversaire, celui qui voyait Emmanuel Macron arriver à la présidence, mais aussi le bicentenaire de la naissance à Trèves de Karl Marx. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse marxiste d'Éric Zemmour, François Begnaud ? Très très bonne analyse du petit Éric Zemmour. Enfin, petit n'est pas péjoratif du tout. Du grand Éric Zemmour, disons-le comme ça. Marx savait très bien lui-même, l'avait repéré. Et les marxistes savent ça très bien, qu'il peut y avoir une critique réactionnaire du capitalisme. Elle a toujours émergé, très très tôt, il y a eu une critique réactionnaire du libéralisme. Des gens qui diront par exemple que le libéralisme nous déracine. Et donc ils mettront en avant l'enracinement, la nécessité de l'enracinement, et ils seront à ce titre-là anti-libéraux. Ils s'appelleront ça anti-mondialistes, etc. Très très vite, ils iront sur des thèmes du genre, vous savez, le capitalisme apatride, le mondialisme, le cosmopolitisme. Alors, on sait bien qu'il y a quelques débords quand on commence sur ces eaux-là. Donc je pense que Zemmour s'inscrit typiquement dans une critique réactionnaire du libéralisme. Alors à ce titre-là, je suis assez d'accord avec lui sur le côté critique, mais pas réactionnaire. Je pense que lui, d'ailleurs, quand il dit... C'est intéressant dans l'extrait, là, il faut bien écouter les gens, il faut bien écouter son système de pensée à Zemmour, qui est d'ailleurs respectable en soi, parce qu'au moins il a le mérite de penser, Zemmour. Ça, j'ai toujours du respect pour ça, moi, contrairement à d'autres. Et... Non, lui, il le fait toujours. Son point d'appui à Zemmour, c'est la France. C'est la francité. Ça, c'est vraiment son truc. Il croit qu'il y a une élection du peuple français, ou en tout cas une substance du peuple français, transhistorique, transtemporelle, comme ça, et qui s'exprime à travers l'histoire. Bon. Et donc, là, par exemple, il parle d'exception française, l'exception française. Et il oublie de dire que, quand même, que l'exception française ne tient pas à une francité, au gène du peuple français. On aurait inscrit ça dans notre corps, comme ça, depuis toujours, notamment nous, les sous-chiens, les Gaulois, alors que, des éléments plus métais qu'eux n'auraient pas cette souche-là, donc du coup, ça les rendrait moins assimilables. Non, là, c'est là que Zemmour fait de l'histoire quand ça l'arrange. Parce que l'exception française, l'exception sociale française, qui est en train d'être détruite d'ailleurs par le macronisme, mais qui a longtemps duré, elle ne tient pas à la francité. Elle tient à des éléments français dans l'histoire qui ont été du côté de l'émancipation sociale et qui sont souvent morts pour ça, sous les coups d'autres Français. Donc visiblement, ces gens-là ne partageaient pas la même francité. Quelle est la francité de Zemmour ? Est-ce que la francité se trouve du côté des Versaillais ou des communards massacrés par les Versaillais ? C'est là que la pensée de Zemmour bute sur une fable qui est celle de la considération, de la conception substantialiste du peuple français. Vous dites, je lui reconnais au moins le mérite de penser. Dans cet ouvrage, Histoire de ta bêtise, dans cet essai, François Begnaud, vous vous en prenez aussi aux intellectuels d'aujourd'hui, dont vous soulignez que pour certains, en tout cas celui qui se dit être l'intellectuel, c'est celui que la pensée émeut davantage qu'un panorama de montagne. Il y a un problème en ce moment pour vous, dans la vie des idées, on ne débat plus, on ne dit plus les choses, il ne se passe plus grand-chose dans ce champ-là. Non, pas du tout. J'ai dû me mal faire comprendre dans cette page. Mais parfois, on n'écrit pas bien, il faut le reconnaître. Moi, je diviserais... Vous savez, les questions sur le monde intellectuel contemporain, je suis définitivement un type dialectique, moi, parce que ça ne veut rien dire pour moi. Vous avez de nouveau, à notre époque, comme à toutes les époques, des intellectuels qu'on peut appeler des intellectuels organiques. Ce sont les défenseurs du système, les défenseurs de l'ordre en place. Ils essaient de donner une caution intellectuelle à l'ordre en place. Un type comme Raphaël Enthoven est absolument magistral dans cet exercice. Mais je pourrais en citer plein d'autres. On les voit, on les entend beaucoup plus que les autres. Et puis il y a les intellectuels critiques. Et je trouve qu'il y a une certaine vitalité de l'intellectuel critique en ce moment. Nous avons des très 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 bons intellectuels critiques en ce moment. Donc il y a tout un pan, je dirais, de la scène intellectuelle que je trouve absolument médiocre. Parce que c'est vrai, si vous voulez, quand vous assignez à la pensée le fait de défendre l'ordre existant, vous ne menez pas la pensée très très haut. C'est pour ça la bêtise de la bourgeoisie, elle vient de là. Quand vous avez restreint votre champ d'investigation intellectuelle à la stricte défense de ce qui est,
forcément c'est très très restrictif pour votre cerveau. Donc il y a tout un tas de choses que vous interdez de penser. Pardon François Bégodeau de vous interrompre. Ce que vous reprochez par exemple, non, mais Raphaël Enthoven, c'est de ne pas reconnaître son réflexe de classe par sa pensée aussi. C'est ça, simplement de ne pas reconnaître de là où il parle, en fait. D'où la question d'ailleurs d'ouverture, où je vous demandais à vous aussi d'où vous parlez. Oui. Mais moi j'explique dans mon livre. Moi je fais une auto-analyse dans mon livre de pourquoi je pense que je pense et d'où ça vient et comment c'est complètement articulé à une situation sociale. Donc je suis un marxiste conséquent, y compris pour moi-même. Mais c'est vrai que Raphaël Enthoven, mais vous l'invitez à l'auto-analyse. Tout à fait. Bah oui, c'est-à-dire qu'il ne le fera jamais. Il a cet angle mort. C'est un type qui peut être brillantissime, qui a fait beaucoup plus d'études que moi, qui connaît beaucoup mieux la philosophie que moi et qui parfois d'ailleurs est plus articulé que moi. Simplement, il a un angle mort, un point aveugle qui l'affaiblit. C'est qu'il refuse de voir à quel point à peu près tout ce qu'il peut dire publiquement et toutes ses prises de position peuvent tout à fait être articulées à la défense de l'ordre en place et de la classe où il a grandi. Voilà, l'appel est lancé, peut-être qu'il y répondra. Tu tiens l'élection pour le lieu exclusif de la politique. Là, c'est toujours le jeu qui parle au tu. Et je tiens que la politique a lieu partout sauf là. La démocratie représentative est imparfaite. J'allais dire Frédéric Becbédé. François Bégodeau, pardon. Je ne vois pas d'où vient cette confusion. Apparemment, je ne vois pas où est le point commun. Mais pardon. La démocratie représentative est donc assez imparfaite. Mais en quoi est-elle pour vous totalement aujourd'hui inégalitaire? En quoi est-ce qu'elle ne nous représente plus? J'entendais récemment qu'un philosophe français que je ne citerai pas, mais pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, mais je ne le citerai pas parce que je ne veux pas parasiter ce que je vais dire, en tout cas la compréhension de ce que je vais dire, il me disait « le vote dépolitise les gens ». C'est très très fort de dire ça. Voilà une pensée, vous voyez. C'est ça une pensée. Parce qu'on pense avoir fait son devoir à partir du moment où on a glissé un bulletin de vote. Voilà, c'est ça. On fait ça tous les 5 ans, etc. Absolument. Et donc ça, on délègue pendant 5 ans. Et voilà, j'ai fait mon petit devoir de citoyen. Et pendant ce temps-là, je peux très bien ne plus faire de politique pendant 5 ans. Il y a ce premier aspect-là. Il y a un aspect plus profond, je dirais. C'est que le geste même de voter est un geste anti-politique. C'est-à-dire, c'est un geste... C'est quoi la politique? C'est des gens qui se réunissent pour parler entre eux, délibérer sur un certain nombre de choses, prendre éventuellement des décisions sur leur vie commune, l'espace de vie qu'ils partagent. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le vote? C'est quelqu'un qui, s'isole, c'est un acte solitaire, il le fait muettement, sans parole. La parole, c'est l'outil de la politique, c'est sa quintessence, c'est son nerf. Un acte sans parole n'est pas un acte politique. Donc c'est vrai que d'avoir habitué des générations entières depuis 200 ans en France à voter, a probablement beaucoup fait pour la dépolitisation, en tout cas la perte d'un certain nombre de réflexes de réelle citoyenneté ou de réelle activité politique. Donc le vote a une toxicité très insidieuse comme ça. Alors comment faire pour raviver aussi cette démocratie? Par quoi ça passerait? C'est pas exactement la démocratie qui m'importe, même si je me considère comme un extrémiste de la démocratie. Moi, je suis pour le tirage au sort, tout ça. Vous voyez, je suis un démocrate conséquent, moi. Je pense pas que la démocratie doive être le spectacle de la démocratie, alors qu'en fait, elle pratique l'expropriation, en tout cas la dépossession du pouvoir du peuple. Mais bref, non, ce qui m'intéresse plus concrètement, c'est comment faire en sorte que les classes populaires, les classes inférieures, celles qui subissent moins. Qu'elles reprennent en charge qu'elles se reprennent en charge elles-mêmes ou qu'elles puissent arbitrer leur propre destin. C'est ça qui est intéressant. Alors il y a des zones de conflit qui se créent. Tout ça se fera par la conflictualité. Il y a des lignes de front qui s'ouvrent. Moi je suis toujours très client de tous ces foyers de contestation, ces foyers qui sont potentiellement des foyers d'émancipation. La fracture que vous décrivez, cette fracture de classe, est-ce qu'elle a été illustrée par l'excès, presque, par le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas dans la manière dont, une fois encore, la France s'est scindée en deux, par le regard qui a pu être porté sur ce mouvement, pour vous, François Bégodeau? Moi, je pense que ça a été un bonheur quotidien depuis 2 mois d'observer la bourgeoisie observant les Gilets jaunes. C'est un spectacle extraordinaire. Ouvrir des plateaux de télé, de voir des journalistes qui sont des intellectuels organiques de la bourgeoisie, pour la plupart, les éditorialistes, je parle, pas les journalistes en général, parler des Gilets jaunes, oui, c'était un bonheur pour moi, parce que le livre était déjà imprimé, il n'était pas encore sorti. Je me disais, mais ces types-là apportent une illustration extraordinaire à ce que j'essaie de démontrer, à savoir que petit a, des classes existent,
Petit b, la bourgeoisie existe. Petit c, il est tout à fait, déterminant d'appartenir à la bourgeoisie. Ça détermine énormément de choses en vous. Ça détermine par exemple vos goûts esthétiques aussi. J'en parle beaucoup dans le livre. Je veux dire, on n'apprécie pas n'importe quelles œuvres quand on est issu de la bourgeoisie, etc. J'essaie de... Voilà. Et ces gens-là, en faisant la démonstration, parce qu'ils déployaient les réflexes, je dirais, matriciels de la bourgeoisie, qui est notamment, disons, son affect maître, qui est la peur, bien sûr. Parce que quand vous possédez, vous avez peur de perdre. Et donc là, on a vu le spectacle concret et tangible de gens qui avaient peur. Qui avaient peur devant des violences commises par les Gilets jaunes, devant le développement du mouvement, devant un mouvement en plus qui était difficilement contrôlable. Il n'y avait pas les médiations habituelles de contrôle qui rassurent un peu le bourgeois. Alors oui, c'était très intéressant de voir que le bourgeois a peur, ce qui confirme vraiment que son affect maître est vraiment la peur, d'où découle à peu près toute sa pensée. C'est comment faire en sorte de préserver ce qui est, voilà, c'est bien ça qui est. Alors après, du coup, on a vu aussi les manœuvres habituelles de disqualification du mouvement en allant chercher ce qu'on sait, son antisémitisme, des choses comme ça. Mais ça c'est presque de la routine pour les propagandistes. Alors quelle fin vous espérez, ou quel aboutissement vous espérez à ce mouvement? C'est un mouvement social. Ce n'est pas un mouvement qu'on puisse qualifier catégoriquement de mouvement de gauche. C'est pas un mouvement anarchiste, par exemple. Alors moi, je crois beaucoup à la praxis des mouvements. Je crois beaucoup qu'il peut y avoir une auto-formation par la lutte. Donc j'espère que peu à peu, les gilets jaunes qui ne sont pas partis sur des bases-là, contractent un certain nombre de réflexes anarchistes. Alors par exemple, je vais être très rapide, un anarchiste n'attend rien du pouvoir. Un anarchiste ne réclame pas au pouvoir des choses. Un anarchiste ne se sent pas floué parce que le pouvoir ne lui a pas donné, parce qu'il n'a aucune attente a priori par rapport au pouvoir. Les gilets jaunes sont très là-dessus, quoi. Je sens chez eux une juste colère, et très salutaire d'ailleurs, et très salutaire notamment pour nous autres d'entendre cette colère, d'entendre ces situations de précarité. En revanche, je sens chez eux le sentiment d'avoir été berné. Et pour avoir le sentiment d'avoir été berné, c'est que vous aviez des attentes. Vous n'êtes pas déçu quand vous n'aviez pas d'attente préalable. Donc c'est sûr que leur socle à eux, c'est plutôt d'adhésion au système. Et le système les a trahis, ils se sentent trahis. Alors voilà, pour fabriquer, du coup, pour avoir un glissement anarchiste de ce mouvement, il faudrait vraiment qu'ils renoncent à l'idée que l'État puisse leur octroyer quoi que ce soit. Et qu'ils s'octroient eux-mêmes les choses. Merci François Bégodeau. Histoire de ta bêtise. Votre nouvel essai vient de paraître chez Pauvert. Et un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table.